Bonjour, bienvenue ici sur ce salon SME et bienvenue dans l'épicentre international mondial lunaire de l'entrepreneuriat. Ici, ce n'est pas un soleil, par contre ça développe une énergie exceptionnelle. C'est plus de 10 000 entrepreneurs, start-upers, chefs d'entreprise, sociétés qui accompagnent justement ces entreprises et conseillent, et parmi lesquels eh bien, nous avons l'Ordre des experts comptables. Bonjour Monsieur Patrick Bordas, vous êtes vice-président en charge du secteur mission à l'Ordre des experts comptables. Bonjour Eric, Merci j'ai un vrai d'être... métier, oui. Merci de m'accueillir. J'ai un vrai métier, c'est de conseiller des chefs d'entreprise, notamment les créateurs et les responsables de petites entités. Alors justement, on va commencer par une première question. Choisir son expert comptable, c'est pas une mince affaire. Parce que c'est vraiment pour le coup un partenaire vraiment privilégié. C'est celui qui va vous permettre de comprendre les chiffres dans votre entreprise, qui va vous permettre de vraiment éviter les 2-3 pièges, etc. Donc il faut bien le choisir, parce qu'en plus c'est souvent pour un délai assez long. Comment on fait pour bien choisir son expert comptable? Oui, c'est une question compliquée. Dans la pratique, pour aller tout de suite à la conclusion, je dirais qu'il y a deux façons d'aborder le sujet. La première, c'est évidemment les réseaux sociaux, la présence médiatique des cabinets. Il faut aller voir ce qu'ils racontent dans leur site, voir les références qu'ils peuvent donner, les expertises qu'ils développent. Mais la vraie vérité, c'est surtout le bouche à oreille et la recommandation. Demandez autour de vous à des gens qui vous ressemblent l'expérience qu'ils ont eue, bonne ou mauvaise, et ça vous permettra peut-être non pas de ne pas vous tromper, mais en tout cas de vous tromper moins souvent. Parce que autant une automobile, on peut rouler avec et la ramener au garage sans l'avoir acheté, autant on peut essayer un costume sans l'acheter, autant un expert comptable, si on n'a pas travaillé avec lui et contracté une relation d'affaires avec, c'est plus compliqué. Et puis lorsqu'on est parti avec un expert comptable, c'est au minimum pour un an. Il faut au moins aller jusqu'à la fin du bilan, sinon on ne peut pas s'arrêter en cours de route, évidemment. On va parler d'un autre sujet d'actualité, le prélèvement à la source. Vaste sujet, j'imagine que pour vous, il est... Alors, vous ne vous interrogez pas, vous, sur le prélèvement à la source, mais par contre, on doit énormément vous interroger sur cette question-là. Quelles sont précisément les questions les plus récentes, en tout cas les plus nombreuses qui vous sont posées, les interrogations les plus nombreuses? Alors il y a deux catégories de questions. Parce que les entrepreneurs sont ou pas, sont ou ne sont pas employeurs. S'ils sont employeurs, les questions qu'ils me posent, c'est comment ça va se passer pour moi, puisque je vais prendre de l'argent à mes salariés pour le donner à l'État ensuite. Donc comment ça va se passer tout ça? Comment je vais connaître le montant le taux qu'il Le faut que taux? j'applique? Comment je vais reverser à l'État et à quel moment je vais reverser à l'État? Donc là, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et accessoirement des questions du genre qu'est-ce qui se passe quand la situation du salarié change? C'est-à-dire mon salarié se marie à un enfant, divorce, a une augmentation, a des revenus fonciers ou je ne sais quoi. Comment ça va se passer pour que moi j'applique au bon moment le bon taux? La deuxième série de questions, c'est que le chef d'entreprise qui a des salariés ou qui n'en a pas est aussi à titre personnel un contribuable. Et il n'a pas toujours que les revenus de son entreprise. Il peut avoir des revenus fonciers. Mhm. Il peut avoir une propriété agricole de famille ou je ne sais quoi. Et les questions qui viennent, c'est comment ça se passe pour tout cela, puisque là, il n'y a pas un employeur ou une caisse de retraite qui me verse l'argent et qui va retenir l'impôt. Il y a moi qui encaisse des revenus et qui doit verser de l'argent à l'État. Comment ça va se passer? Qui va me dire combien je dois payer? Sur quel compte ils vont me prendre cet argent? Et comment ça va se passer à la fin de l'année prochaine, quand je vais quand même faire ma déclaration de revenus de 2018 et puis de 2019, etc. Donc on a bien ces deux séries de questions. Comment on peut... alors, il faut aller voir son expert comptable, prendre rendez-vous avec son expert comptable pour qu'il puisse vous expliquer ceci. Après, il y a le centre des impôts qui également est une bonne source d'information et aujourd'hui, les services de l'État ont mis des services dédiés justement à cette question-là. Mais il y a une transition quand même qui va devoir se faire le moment venu. Est-ce qu'on aura le droit de se tromper? Est-ce qu'il y aura une période d'essai en quelque sorte? Alors sur le recours à un conseil, que ce soit un professionnel comme l'expert comptable ou l'avocat fiscaliste ou les services de l'État, je dirais que si on a mal aux dents, on peut essayer le Doliprane. Ça marche bien au bout d'un certain temps. Mais ça traite les effets, ça ne traite pas la cause. Donc à un moment, il faut aller voir le dentiste. Là, c'est un peu pareil. Il faut aller voir des gens qui savent et qui vont vous donner les bonnes réponses en toute indépendance. Alors, évidemment, je ne méconnais pas l'indépendance de la Direction générale des finances publiques. Leur positionnement est en revanche un peu différent de celui d'un conseil que l'entrepreneur aura choisi
comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui va l'aider à décrypter tout ça. Sur la transition, alors cette transition, c'est évidemment le grand sujet. Si on était dans un hyper, je dirais que c'est le produit saisonnier, ça, c'est le produit de l'année 18-19. L'année de transition, une fois que ça sera en route, on aura vu comment ça marche. Mais cette année de transition, il faut rappeler un principe fondamental. Ça ne change rien à la complexité du calcul de l'impôt. Ça veut dire qu'en 2019, mai 2019, nous ferons tous une déclaration de revenus de 2018 et nous aurons un calcul de notre impôt qui sera fait par l'État en août-septembre et on recevra une feuille d'imposition comme d'habitude. Et en 2020, on fera une déclaration sur les revenus de 2019. Et l'empilement des règles des quelques 3000 pages du Code général des impôts ne va pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Ça n'est pas le calcul de l'impôt qui est réformé, c'est le mode de recouvrement. C'est tellement vrai que pour les revenus de 2018, pour ne pas payer deux fois l'impôt, une fois sur 2018 et sur 2019, l'État a mis en place le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. C'est donc le moment où on paye qui change, ce n'est pas les modalités de calcul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous qui fait partie des foyers fiscaux soumis à l'impôt sur le revenu, à peu près 45%, paye aujourd'hui des impôts sur ses revenus de 2017. Et là où c'est compliqué, c'est que si ces revenus ont baissé, chômage, pension alimentaire, retraite, c'est compliqué de payer de l'argent qu'on n'a peut-être plus. Parce que si on a des revenus un peu justes, on n'a plus cet argent-là. Ce qui va changer à partir de 2019, c'est qu'on va payer en 2019 des impôts sur les revenus de 2019. Sur l'instant T. Au moment où ça se produit. Et le mot qui a été inventé par les services de l'État, c'est contemporanéité, qui est un magnifique barbarisme ou néologisme, si vous préférez, qui vise à dire c'est au moment où je reçois l'argent que je paye sur cet argent-là. Ça veut dire que si mes revenus augmentent, je paye plus, s'ils baissent, je paye moins, alors qu'aujourd'hui, on a un système d'acompte mensuel, mais qui sont en fait l'impôt de l'année d'avant divisé par 10. Donc qui est forcément une cote mal taillée par rapport à la vie de tous les jours qu'on peut avoir. Tout à fait. Et aujourd'hui, la prise en compte des changements en cours d'année est plus compliquée. Typiquement, divorce, licenciement, chômage partiel, etc. Il y a toujours un effet retard qui fait qu'on peut demander aux impôts de moduler ces acomptes, mais si on se trompe de plus ou moins 10%, on peut avoir une pénalité. Ça existe, mais c'est à manipuler. Et c'est compliqué à mettre en place. Voilà. Quels sont Est-ce que vous avez déjà réussi à analyser quelles peuvent être les erreurs à ne pas commettre, ce sur quoi il faut faire attention, là où on doit être particulièrement vigilant? Est-ce que vous avez déjà analysé ça ou est-ce qu'il va falloir attendre malheureusement que les choses se fassent pour constater? Un peu les deux, si j'ose dire. Un peu les deux. Le volet qui concerne l'immense majorité de nos concitoyens, c'est le volet de l'imposition du revenu pour ceux qui ont un tiers déclarant. Donc un employeur qui leur fait une fiche de paye, un retraité qui touche sa retraite versée par une ou plusieurs caisses de retraite, ou quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui touche des indemnités journalières versées par la Sécu ou sa complémentaire santé. Ça représente, il y a 19 millions de salariés dans le secteur privé, quelques millions, 8 ou 10 dans le secteur public, dans les différentes fonctions publiques, État, collectivités et hospitalières. Là, ça concerne tout le monde. Et effectivement, les erreurs à ne pas commettre, c'est se tromper déjà de taux. On a eu, dans l'actualité très récente, nous avons reçu un avis d'imposition, ou pour certains un avis de non-imposition. Et on peut trouver sur ce document ou sur le site impôt.gouv le taux de prélèvement qui va nous être appliqué. Et nous avions jusqu'au 15 septembre pour opérer un changement sur le taux qui s'appliquera en janvier. Alors tout n'est pas perdu, ceux qui n'ont pas fait le changement pourront le faire à partir de janvier pour les mois qui suivront. Donc il y a un effet retard. Mais on a très schématiquement le choix entre 3 catégories de taux. Le plus simple, c'est le taux du foyer fiscal. Faisons simple, madame, monsieur, enfin, 2 personnes dans un foyer fiscal ont des revenus. L'un a des revenus élevés, l'autre des revenus moins élevés. Le foyer est à un taux moyen d'imposition. Il va s'appliquer par défaut à tout le monde. Donc, le gros salaire va payer le même taux que le petit salaire. Ça peut poser difficulté selon l'organisation de la vie du ménage, mais c'est ce qui s'applique par défaut. Le choix qui pouvait être fait, c'était soit d'appliquer un autre taux qui, lui, s'appelle taux par défaut,
je vais y revenir, ou alors le taux individualisé. Alors faisons simple, le taux individualisé, ça consiste à dire le gros salaire paiera un taux plus élevé, le petit salaire un taux plus bas, la moyenne des deux reviendra au même. D'accord. Ça veut simplement dire qu'il y en a un qui aura peut-être, imaginons, un prélèvement à 12% et l'autre à 4%, alors que sinon ça aurait été 8% pour tout le monde. Ça, c'était le choix du taux individualisé. Et le choix du taux neutre, c'est un choix où on dit à l'employeur, à la partie versante, donc employeur ou caisse de retraite, etc., je ne veux pas que tu saches mon taux, je ne veux pas que tu le connaisses, parce que si j'ai chez toi un petit salaire, mais que j'ai quelqu'un dans ma famille qui gagne beaucoup, je ne voudrais pas que tu ne m'augmentes pas sous prétexte que j'en ai pas besoin. C'était ma dernière question, justement. Donc bien, vous avez voilà. anticipé, merci. Je suis navré, Eric. En tout cas, c'est vraiment un sujet Mais bien sensible psychologiquement. Donc l'administration a mis en place une série de barèmes qu'on appelle le taux neutre, qui décrit une situation, qui dit par exemple, célibataire, revenu entre 2 000 et 3 000 euros, c'est 8%. Point barre. C'est 8% que votre autre membre du foyer fiscal gagne 10 000, 20 000, 30 000 ou rien, ça sera ce taux-là qui s'appliquera pour vous. C'est donc un taux neutre dans le sens où ce taux ne prend pas en compte l'ensemble de la situation fiscale du ménage, uniquement la vôtre. Ce choix-là devait être fait avant le 15 septembre. Ceux qui n'ont pas fait le choix se verront appliquer au mois de janvier. On ne peut pas revenir sur un taux neutre après le 15 septembre. Alors, on ne peut pas y revenir pour l'application à partir de janvier. D'accord, on y reviendra. Donc, janvier, après. Ce sera ça. Après, dès lors que la campagne, le dispositif sera ouvert et en fonctionnement, on pourra en effet faire la modification au fil de l'eau, sauf que la modification, il faudra qu'elle passe par le canal de la direction des finances publiques. Évidemment. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Bon courage pour ce début d'année 2018. En tout cas, Patrick Bordas, je vous rappelle, vous êtes vice-président en charge du secteur mission à l'ordre des experts comptables. Merci beaucoup, Eric. Merci de votre venue, en tout cas, et de vos lumières sur ce qui nous attend après le 1er janvier 2019. Il ne faudra pas attendre jusque-là pour cliquer sur une nouvelle vidéo et venir nous retrouver, avoir encore plus d'informations. Nous sommes toujours ici sur le salon SME. À très bientôt.